Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Salut Bastien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce premier réel épisode de Et toi t'en penses quoi ? Exactement. Un plaisir de vous retrouver tous et de te retrouver Guillaume. Aujourd'hui on va parler d'un film, alors là on va partir sur un autre univers que les super-héros. On va aller pendant la Seconde Guerre mondiale en France, on va parler d'Inglourious Basterds. Donc le Commando des bâtards, en version québécoise. Film de 2009, réalisé par Quentin Tarantino, avec Brad Pitt, Mélanie Laurent et Christophe Waltz. On va dire que c'est un peu le trio d'acteurs principal, qui dure 2h30 environ, à peu près, à peu de choses près. Il avait été présenté à Cannes en 2009, donc en compétition officielle. Guillaume, je te propose... Mon premier souvenir ? Oui, ton premier souvenir, voilà, tout à fait, excuse-moi. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Le premier souvenir de ce film, effectivement. Alors, mon premier souvenir, il te concerne, mais je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je suis pas du tout un fan de Tarantino au départ, surtout à l'époque. C'est pas du tout le genre de film qui m'attirait. C'est toujours un peu le cas. Je suis pas un grand fan du cinéma de Tarantino. Pas trop client. Voilà, il y a des choses que j'aime, attention, tout est pas acheté, bien au contraire, mais voilà, globalement, c'est pas trop ma cam. Et en fait, c'est toi qui m'as parlé de ce film vraiment beaucoup avant sa sortie, parce que c'est à l'époque où on lisait encore beaucoup Première, les magazines ciné, etc. Exact, oui, studio Ciné Live. Exactement. On s'en rappelle. Et je me souviens de l'anecdote de quand je suis allé voir ce film au cinéma. J'y suis allé avec mon père, ma sœur et mon beau-frère au cinéma de Carré-Sénard à l'époque. Et quand je suis arrivé au cinéma, j'étais dans la file d'attente pour rentrer dans le cinéma. Et toi, tu es sorti du cinéma, de la séance avec Sébastien, qu'on embrasse s'il nous entend. Et donc, tu es sorti en me disant, mec, tu vas kiffer, c'est incroyable. Et donc, mon premier souvenir, c'est ça. Et effectivement, la séance, je suis rentré avec un très bon état d'esprit et j'ai vraiment passé un bon moment. Et c'est un film qui est longtemps resté dans mon top film, pas tout en haut de la pile, mais pas loin quand même. Il avait une bonne place dans le top 10, top 15, on va dire. C'est un peu moins le cas maintenant, on va avoir l'occasion d'en reparler, même si il a énormément de qualité. Mais voilà, mon premier souvenir, c'est cette séance ciné et surtout le fait que tu m'aies poussé à aller voir, parce que je pense que de moi-même, j'y serais pas allé. Et toi, ton premier souvenir ? Ravi déjà d'avoir pu participer à ça pour ton premier souvenir. Écoute, moi mon premier souvenir, je vais être honnête, je sais plus lequel c'est. J'ai réfléchi sur le premier souvenir que j'avais avec ce film, et à part le fait que voilà, j'en garde un excellent souvenir de la séance. Alors, pareil, on va avoir l'occasion d'en reparler. Quand je pense à ce film, la première chose qui me vient en tête, le premier souvenir, c'est le premier trailer qui avait été diffusé, voilà, qu'on nous avait présenté, et où je m'étais dit, ah oui d'accord, donc là ça va être quelque chose, ça va être le film de guerre de Tarantino, parce que Tarantino avait beaucoup dit qu'il voulait faire un film de chaque type, on va dire. Et du coup c'était son film de guerre, donc du coup moi qui à l'époque aimais déjà beaucoup Tarantino, j'étais très curieux, donc non, j'ai pas de premier souvenir particulier, si ce n'est que voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le film. Voilà. Écoute, on va commencer à en parler. Qu'est-ce que t'as aimé du coup toi dans ce film ? Alors effectivement à l'époque et puis maintenant, puisque du coup ton avis a l'air d'avoir changé. Alors ce film, il a toujours une place particulière encore aujourd'hui. En fait, je l'associe à un truc particulier. Je pense que de tous les films que j'ai vus de ma vie, c'est le film qui a la meilleure scène d'intro ever. Je suis un admirateur absolu de cette scène d'intro.
donc qui se passe en plus avec un acteur français qui est Denis Ménochet. Tout à fait. Cocorico quand même, il joue. Oui, c'est vrai. C'est son premier gros film à l'étranger. Je me souviens d'avoir entendu en interview, il avait raconté ce tournage. Il était évidemment assez stressé et il y a une anecdote assez drôle qu'il avait racontée l'année dernière, il y a 2 ans. Il avait eu des prix pour un film qu'il a fait, un film espagnol qui avait très bien marché. Et il avait raconté évidemment qu'il était stressé et qu'il était dans l'attente avec Christopher Waltz et que bon, il y avait un peu ils se connaissaient pas, c'est toujours un peu délicat, on imagine. Et Tarantino est arrivé à leur hauteur sur la tente où étaient les acteurs. Et elle était sur une petite butte, une espèce de petite colline. Et il a raconté que Tarantino s'est pris les pieds dans un câble. Il est tombé et il a roulé jusqu'en bas. Et que du coup, ça a brisé la glace. Et ça les a aidés pour le tournage. Et alors, évidemment, cette anecdote est un peu en dehors du film. Mais si ça a permis à ce qu'on arrive à ce niveau de jeu des acteurs, de maîtrise, de réal, c'est un chef-d'œuvre de réalisation, de composition, de lumière, de structure, de mouvement. C'est vraiment une scène exceptionnelle. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure scène d'intro du cinéma que j'ai vue, en tout cas. J'adore cette scène vraiment profondément. Je l'ai revue cette semaine parce qu'on savait qu'on faisait le podcast là-dessus. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Alors autant il y a des choses que j'ai trouvées un peu moins bien que dans mes souvenirs, autant ça vraiment pour moi c'est parfait. J'avais envie que cette scène ne s'arrête jamais. Je trouve qu'il y a un twist à un moment dans cette scène où Christopher Waltz finalement passe du côté méchant et ça se joue sur un regard, sur un changement de visage de ce gars qui est un acteur que moi j'ai découvert à ce moment-là. Qu'on a tous découvert à ce moment-là. Hein. Que le grand public a découvert, oui. Effectivement. Alors, pareil, il a des anecdotes. Ce mec a joué dans Derrick, c'est incroyable. Oui, c'était un acteur de télévision en fait avant ce film. C'est assez fou. C'est fou de se dire ça. Et il y a notamment ce twist où finalement il change et il devient le nazi méchant parce que pendant on va dire les 3/4 de la scène, il en fait des caisses, quoi. Il est sympathique, il sourit, il est complimente pour le lait, machin. Et il y a vraiment ce changement de visage qui est appuyé par, encore une fois, la lumière est géniale dans cette scène. Et puis, ce plan, à un moment, qui descend de eux deux qui partent à la table et qui finit sous le sol de la maison, sous le plancher dans lequel sont cachés Shoshana, notamment Mélanie Laurent et le reste de sa famille. Donc vraiment, pour moi, ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est ça. Et j'ai jamais ressenti la même chose en début de séance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un gros souvenir, parce que ça te chope et que tu en décroches pas jusqu'à la fin, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une scène d'intro assez marquante, assez choquante aussi. Et puis elle est sous tension, hein, toute la scène est sous tension parce que quand tu connais on connaît tous le contexte de cette époque. Les livres d'histoire, les films en ont assez parlé, les reportages, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que le comportement du personnage de Christophe Waltz, tout de suite tu t'attends à ce qu'il entre dans le vif du sujet, puis en fait il est tout à fait poli, ça pourrait être il est agréable, et rendre ce type de personnage, ce SS le rendre sympathique, c'était déjà un choix scénaristique assez osé. Puis alors Christophe Waltz le joue à la perfection. Il avait notamment, je crois, il avait raflé quand même toutes les récompenses, hein, pour cette interprétation. Donc premier rôle à l'international, découverte pour tout le monde, pour le grand public. Il rafle tout sur un rôle. C'est assez incroyable, et je suis d'accord avec toi sur la maestra de cette scène d'intro qui te met tout de suite dans le film, hein. Tu décroches plus, quoi, derrière. Et pour rester sur Christopher Waltz, il y a une particularité quand même, c'est que ce mec parle énormément de langues, donc c'est lui qui parle toutes les langues dans le film. Et à l'époque, moi j'ai eu le film en VF, alors ce qui est un problème parce qu'il joue beaucoup sur la langue, ce film. Donc si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le en VO. Il y a vraiment un intérêt à la VO pour le coup. Mais ce qui est fou, c'est que c'est lui qui se double en français dans la VF. C'est-à-dire qu'il n'a pas de comédien de doublage, c'est vraiment lui qui s'est redoublé, et je crois qu'il l'a fait dans plusieurs langues, puisque ce mec est polyglotte. Oui, et c'est un des éléments centrales du film, parce qu'à un moment ça va servir dans l'intrigue, le fait qu'il sache parler plusieurs langues, notamment l'italien. Ça va avoir un impact sur le dénouement. Un peu, oui. Mais voilà, effectivement, c'est un acteur génial. Tout le monde l'a découvert là, t'as raison. Et bon, derrière, il a quand même une belle carrière. Moi, j'ai le sentiment qu'il a jamais retrouvé de rôle à la hauteur de celui-là.
En tout cas, pas de rôles qui m'ont autant marqué, mais voilà, c'est clairement ce qui l'a fait éclore aux yeux du monde, quoi. Bah c'est ça, oui. Et après je sais pas, parce qu'en termes de rôle il a rejoué peu après dans Django Unchained, hein, justement, de Tarantino toujours, dans lequel il livre une prestation qui est tout à fait honorable, hein, même si là c'est un euphémisme. Et je sais pas si tu l'as vu toi, Django Unchained. Oui, je l'ai vu. Bon, on en reparlera une autre fois. J'ai vu ton regard, on en parlera une autre fois. Mais je crois, pour rebondir sur ce que tu disais sur la langue, oui, alors effectivement là c'est très très important. Je crois que, si je te dis pas de bêtises, le film justement respecte la nationalité de ses personnages. C'est-à-dire que la plupart des acteurs qui jouent des rôles, que ce soit d'anglais, d'américain, de français, à double nationalité, etc., notamment Diane Kruger, parlent dans leur... c'est eux-mêmes qui doublent. Il y a aucun doublage externe à ce niveau-là. Donc c'est assez impressionnant. Rien que pour ça, c'est quand même assez rare pour être noté, je pense. Et du coup, c'est extrêmement bien fait. Moi, je vais rentrer un peu plus, je vais trancher un peu plus large. Je dirais que là, moi, en l'ayant revu, donc c'est un film qu'effectivement je trouve toujours aussi bon, qui fonctionne toujours aussi bien sur moi. En plus, c'est une période que j'aime beaucoup au cinéma, en tout cas. La Seconde Guerre mondiale, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui en parlent. Ouais, très bien, qui en parlent très bien et qui sont marquants. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, là, quand je l'ai revu, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, waouh, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Je pensais avoir beaucoup plus de choses qui me sauteraient au visage. Et en fait, non, je trouve vraiment que l'interprétation de Waltz, en fait, éclipse un peu le reste du film. C'est-à-dire que c'est pas que t'attends qu'il apparaisse dans les scènes, mais pas loin. T'es un peu impatient de le voir, parce que tu te dis, ce personnage, il a double facette, mais en même temps qui est quand même mauvais, hein. Voilà. Et ben il est tellement marquant et tellement bien interprété qu'en fait t'as envie qu'il en fasse plus. Il cabotine, mais il le fait d'une manière, quand il parle du bingo à la fin, la tension qu'il instaure quand il ne reconnaît pas Shoshana au restaurant et qu'il commence à lui parler, et là tu te dis waouh, c'est la terreur qu'il inspire en étant cet air faussement sympathique. Moi je trouve qu'il a plus que... Alors après il y a les dialogues de Tarantino qui aident énormément, hein. Je veux dire, c'est avant tout un dialoguiste hors pair, Tarantino. C'est à ça que tu reconnais, je pense, aujourd'hui, un film de Tarantino aussi beaucoup, au-delà de l'utilisation de musique qui peuvent être un peu anachroniques avec les époques dans lesquelles ces films se passent, et ces bandes originales. C'est aussi parce que c'est un dialoguiste hors pair, et là vraiment ces acteurs là, je pense quand même dans tous ces films, mais là vu qu'on parle d'Inglorious, ils lui rendent hommage à cette écriture, quoi. C'est assez fou. Oui, je suis assez d'accord. D'abord, il y a un travail d'écriture. Après, c'est vrai que Christopher Waltz prend beaucoup de place dans le film, ce qui n'est pas une tare, parce que le film il est quand même centré autour de l'activité de son personnage. Mais cela étant dit, moi, ce que je trouve comme point fort, c'est que dans les scènes, en fait, le film il est assez égal. Il n'y a pas de moment où tu te dis bon, ça marche moins bien. La première scène avec Diane Kruger qui se passe dans le bar en France, là, qui est une scène très longue. Moi, je me souvenais pas. Pour moi, c'est un truc qui durait 7-8 minutes, mais ça dure au moins 20 minutes, cette scène où elle est d'abord à table avec des Allemands, puis après, la compagnie, donc le commando arrive, la rejoint. Donc, c'est des Américains qui sont passés pour des Allemands, et une partie d'Allemands d'ailleurs, parce qu'il y a Hugo Stiglitz qui est à l'intérieur. Tout à fait. Et cette scène dure extrêmement longtemps, avec une tension de est-ce que ils se font reconnaître, pas reconnaître, puis finalement oui, pardon. Et donc, ça finit par une fusillade assez longue. Mais en fait, moi je trouve que la force du film, c'est ça, c'est son égalité. Évidemment, Christopher Waltz prend beaucoup de place, mais je trouve que les autres acteurs sont tous au niveau. Je vais mettre un bémol, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué quand j'ai revu le film cette semaine. On s'est fait la réflexion avec la personne avec qui j'ai vu le film. C'est très étonnant, mais Mélanie Laurent, alors elle joue bien, j'ai pas de sujet là-dessus, mais elle articule très mal. Il y a vraiment des scènes dans lesquelles on ne comprend rien à ce qu'elle dit, et ça m'a vraiment ça nous a frappé. On était deux à regarder le film en se disant mais
putain, on comprend rien, quoi. Tu trouves? Ah ouais, il y a vraiment des séquences dans lesquelles j'ai en tête la première fois que les Allemands viennent visiter le cinéma, où ils font une projection test, entre guillemets, et à la fin, elle expose son plan à Marcel. Et la scène, elle est en bas de l'escalier, lui est en haut, et elle parle, et on comprend rien à ce qu'elle dit. Vraiment, il y a un moment de les gars au mixage, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que elle parle français et que je sais pas, ils ont peut-être un peu moins l'oreille sur l'articulation française, j'en sais rien. Mais vraiment, ça m'a. Alors, c'est un tout petit détail, hein, c'est pas très grave. Non, bien mais sûr. ça m'a vraiment marqué par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle extrêmement doucement dans le film. C'est sans doute une direction qu'on lui a donnée dans son jeu, mais je trouve que parfois on comprend pas bien ce qu'elle dit, et c'est un peu dommage. Après, il y a un truc dont tu as parlé, c'est la scène notamment de Christopher Waltz quand il la revoit et qu'ils sont au restaurant tous les deux, puisqu'elle doit venir présenter à Goebbels pourquoi est-ce que son film devrait avoir lieu dans son cinéma à elle. Voilà, à la demande d'un autre dignitaire allemand qui est donc le héros du film en question, qui s'appelle Le héros de la nation, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est le titre du film. La fierté de la nation, t'as raison. Je te ferai pas l'affront d'essayer de le dire en allemand. Non, on va éviter. Et en fait, dans cette scène-là, donc Christopher Waltz arrive. Elle, évidemment, elle le reconnaît. Et en fait, il y a une vraie question. Moi, j'ai toujours pas tranché si est-ce que lui la reconnaît ou pas. Parce qu'il y a quand même un élément à l'intérieur du dialogue qui nous fait penser que oui, c'est qu'il lui commande un verre de lait. Ah bah oui. Et oui, donc, il y a ce truc de... ce sous-entendu qui est est-ce là. qu'il la reconnaît ou pas, dans la mesure où, à la fin, il fait quand même le choix, il participe quelque part à la réussite de l'opération, puisque il fait en sorte de ne prévenir aucun dignitaire nazi qu'ils vont subir un attentat pour qu'il meure, en échange de sa reddition et du fait qu'il obtienne tout ce qu'il veut surtout auprès qu'Hitler est présent dans la salle. Exactement, donc il fait ce choix-là, et moi je me dis, au regard de la fin, à ce moment-là, peut-être que oui, il l'a reconnu et qu'il a déjà anticipé le fait que lui allait pouvoir tirer bénéfice de ce truc-là, en imaginant que potentiellement elle voudrait se venger. Ah bah oui, je te rejoins complètement même, hein, j'allais dire un peu, mais je te rejoins plutôt complètement. C'est-à-dire que son personnage est tellement, il le dit lui-même à la fin, je suis un détective, je suis un chasseur. J'ai du mal à croire, notamment avec le verre de lait, qu'il n'a pas déjà tout pensé à ce moment-là. Après non, il n'y a pas d'après. Oui, pour moi, je suis d'accord. Il a pensé à ça tout de suite. Et il a prévu le coup parce qu'il a vu il a vu là son opportunité de sortie pour se faire une belle retraite au soleil, quoi, une belle retraite dorée, et voilà. Totalement, le personnage est vraiment manipulateur, c'est en ça qu'il est intéressant dans le film. Il est calculateur. Il est extrêmement intelligent quand même. Oui. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que quand on regarde le reste des dignitaires nazis qui sont présentés, ils sont tous pas très intelligents. C'est-à-dire qu'on montre tous chez eux un côté un peu... on va dire qu'il les met pas forcément en valeur. Donc Goebbels, on voit qu'il couche avec sa traductrice et qu'il est quand même un peu beauf sur les bords. La scène les deux scènes avec Hitler, bon, on le montre extrêmement colérique, mais on montre aussi qu'il n'a pas forcément bonne mémoire, parce qu'il y a ce moment où il reçoit un Allemand donc, qui a échappé au commando des bâtards, et donc on l'appelle pour lui dire le mec est arrivé, il sait pas qui c'est. Il y a quand même un côté où Waltz, c'est le seul personnage qui du début à la fin maîtrise tout ce qui se passe. Bah, je pense que effectivement le film est articulé autour justement de l'intelligence du personnage de Christophe Waltz. Christophe, hein, parce que tu dis Christopher depuis tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai pas repris, mais c'est Christophe. Ah, c'est Christophe, autant pour moi. Et du coup, je pense que le film est articulé autour de lui. Et après, c'est un choix. Il a voulu faire un possible, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais le film est une uchronie, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout une histoire vraie. C'est contrairement à beaucoup de films qui traitent de cette époque où on te montre justement des événements qui ont été vécus. On parle beaucoup de la Shoah. On traite beaucoup de toutes ces choses-là au cinéma et de personnages ayant existé. Là, dans cette uchronie, justement, dans une uchronie, il utilise des personnages réels, non fictionnels, au service de son histoire, et il change la fin, chose qu'il reproduira dans Once Upon a Time in Hollywood. Et du coup, justement, il en a profité oui, je pense qu'on peut utiliser le mot pour humilier le régime nazi, et notamment tous ces dignitaires et toutes ces têtes pensantes. Voilà. Alors ça peut être d'ailleurs une critique du film, de peut-être prendre une période aussi ancrée dans les mémoires européennes et internationales,
et en faire quelque chose de presque trop rigolo, hein, parce que ça c'est quelque chose que certains reprochent à Tarantino en tout cas, qu'il est trop dans le too much et à tout point de vue, et des fois ça dessert un peu ses films. Moi personnellement dans celui-là je trouve que ça fonctionne tout à fait, surtout en comparaison de la scène d'intro qui est quand même très sérieuse. En y repensant, je comprends pourquoi certaines personnes ont peut-être pensé ouais, mais je comprends pas je ne sais pas sur quel pied danser, comment recevoir le film en fait. Bah surtout que voilà, il utilise des trucs qui sont vraiment particuliers, les incrustes des noms avec des bouts de musique énormément forts, juste avec quand on voit le nom de Hugo Stiglitz par exemple qui apparaît à l'écran, etc. Bon, c'est vraiment des effets de cinéma. On sait que Tarantino il aime ce genre de choses. Après effectivement moi aussi je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde parce que c'est particulier quand même de se dire bon bah je vais en plein milieu d'un film qui traite d'un sujet hyper sérieux faire des effets de montage un peu étranges, mais ça fait partie de sa filmographie, ça fait partie de son approche du cinéma, donc c'est pas très surprenant. Ça l'est un peu parce qu'effectivement sur ce genre de période on fait rarement ce genre de choses. On a eu d'autres films un peu étranges. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une comédie autour d'Adolf Hitler qui était sortie en Allemagne, qui avait fait un peu polémique. Donc, il y a quelques films, mais c'est vrai que souvent, ces sujets-là, on les interprète de manière très sérieuse. Solennelle, presque. Exactement. Après, voilà, il fait ce choix. Effectivement, il change la fin de l'histoire, puisque donc, tous les dignitaires nazis, Hitler en tête, se font dézinguer dans la salle de cinéma. Mais voilà, moi, je trouve que c'est, encore une fois, globalement ça fonctionne, c'est du vrai Tarantino, c'est identifiable tout de suite, on reconnaît son style, et c'est aussi une force qu'il a, ce réalisateur, c'est-à-dire qu'il a vraiment un style et que quel que soit le domaine dans lequel il va, il garde son style, et ça c'est ce qui fait qu'il a une communauté assez forte autour de lui. Les gens vont voir du Tarantino pour voir du Tarantino, pas pour voir ce qu'a fait Spielberg par exemple avec Soldat Ryan, quoi. On est sur autre chose. Lui, son film, il ne parle quasiment pas des Américains, il parle que des nazis essentiellement. C'est la chasse aux nazis, mais je veux dire, les personnages principaux, ou en tout cas ceux qu'on voit le plus à l'écran, c'est eux. Donc voilà, il a fait ce choix-là. C'est un film qui quand même ancré dans la logique américaine de montrer que les Américains sont très forts et ont réussi, ce qui est pas faux hein, par ailleurs, mais en dehors de ça, son approche elle est vraiment différente. Je te rejoins. Il a fait un film de guerre qui ressemble pas à un film de guerre. C'est ça. C'est plutôt réussi. Pareil, c'est un film d'espionnage qui ressemble pas vraiment à un film d'espionnage. Donc il a mixé plusieurs genres. Et tout à l'heure, tu as parlé de la musique. En regardant le film, je me suis dit, mais qui a fait la musique de ce truc ? Je savais pas. Et j'étais très étonné de voir que c'est Ennio Morricone qui a fait beaucoup de thèmes de cette musique. Et en fait, quand on le sait, on les reconnaît tout de suite. J'ai regardé juste avant de voir le film. Donc là, je me suis dit au bout de 10 secondes, ah oui, effectivement, j'aurais pu le trouver moi-même. Et ça aussi, je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire qu'il convoque Ennio Morricone qui fait des thèmes extrêmement identifiables, mais qui sont pas forcément des thèmes qu'on aurait trouvé logiquement dans un film de guerre. Donc ça participe à ce style Tarantino qui est identifiable et qui en fait un film très reconnaissable. Oui, il a un style qui est très marqué, Tarantino, hein, comme tu viens de le dire. C'est là dans celui-là, les affiches avec le nom des personnages, la grosse musique, etc. C'est complètement lui. Le film est chapitré aussi, ça c'est Tarantino. Le générique est au début. Il y a un vrai générique de début avec juste les noms, etc. qui s'affichent, directed by Quentin Tarantino, ce genre de choses. Donc le film est identifiable, tu sais pas que c'est du Tarantino, tu le sais en le voyant. Tu sais pas que c'est Tarantino, tu le sais en le voyant. Après, je vais rebondir aussi un peu sur ça, c'est que tu disais que c'était pour toi un des meilleurs Tarantino du coup. En tout cas à l'époque. Je sais pas si c'est un des meilleurs, mais disons que c'est un des seuls auxquels moi j'ai accroché, et donc je pense que c'est pas forcément son meilleur pour les fans de Tarantino. C'est-à-dire que voilà, ce que j'allais dire, c'est que les gens qui n'aiment pas Tarantino, je pense que c'est peut-être le Tarantino le plus accessible pour eux. Hein. J'en connais qui justement ont vu Reservoir Dogs, n'ont pas aimé, ont vu Django, n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Oui, tu peux lever la main. et du coup, pour les deux, bah oui, voilà, je sais bien, on en reparlera. Et le fait est que celui-là, justement, met tout le monde d'accord. Alors, est-ce que c'est l'époque choisie ? Est-ce que c'est le fait que ça se passe en France ? Est-ce que c'est le fait que si ? Est-ce que c'est le fait que ça ? Est-ce que c'est peut-être aussi le plus sage des Tarantino ? Parce que, alors peut-être pas le plus sage, hein, parce que j'ai Once Upon a Time in Hollywood en tête, qui est quand même assez sage sur toute sa durée jusqu'à une explosion finale.
de violence. Mais c'est le Tarantino, pas le moins Tarantino, c'est faux, mais je pense que c'est le plus accessible, effectivement. Si vous n'aimez pas Tarantino, celui-là va vous plaire parce que justement, il parle plus, il est moins codé. Alors, même si on retrouve la marque de Tarantino, comme on vient de le dire, il est peut-être moins codé parce que Tarantino aime le cinéma, c'est ce que tu disais aussi. Et le fait est que ce film-là a moins de codes. Tu vois, je pense par exemple à Kill Bill. Kill Bill est très ancré quand tu regardes le making-of sur comment il a fait, etc. Il est tellement référencé. Alors après, on n'en a pas parlé, évidemment, hein, mais tous ces films sont extrêmement référencés parce qu'il aime le cinéma et il fait des hommages à tous les films qu'il a aimés. Notamment pour Inglourious, il s'est inspiré de beaucoup de films de guerre existants. Hein, donc, que ce soit Une poignée de salopards ou Les 12 salopards. Moi, j'ai beaucoup pensé aux 12 salopards. Qui est un film de 67 et en voyant Inglourious Basterds tu vois le rapprochement donc c'est ça qui est bien aussi avec Tarantino, c'est que ça te fait découvrir aussi parfois c'est peut-être plus intéressant de voir les films qui lui ont donné envie de faire son film et Inglourious n'échappe pas à la règle, hein, même si encore une fois je pense objectivement que c'est le plus accessible pour les gens qui ont vraiment beaucoup de mal avec son cinéma en général. Oui, et puis aussi parce que ce que moi je reproche, en tout cas pas ce que je reproche, mais ce que j'aime pas forcément dans le cinéma Tarantino, c'est l'ultra-violence. On sait que ça fait partie des codes qu'il aime, et c'est tout à fait respectable. Moi, c'est pas ce que j'aime aller chercher au cinéma. Et dans ce film-là, il y a évidemment de la violence, mais dans la mesure où on est dans un contexte de guerre, qu'elle est concentrée sur la chasse des nazis qui sont l'ennemi par excellence de l'histoire et donc du cinéma. Je pense que c'est aussi plus facile pour les gens à avaler. Et effectivement, le fait de faire une fin dans laquelle on tue de manière ultra violente Adolf Hitler en lui vidant des chargeurs dans la tronche, et c'est filmé, on le voit, je pense que c'est un peu plus facile aussi pour le public de se dire ok, il y a un degré de violence énorme, mais en même temps est-ce que dans cette position à cette époque on n'aurait pas tous fait la même chose, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je pense que ça participe de ça, et je te rejoins sur le fait que oui, je pense que c'est son film le plus accessible. Après voilà, moi je sais que je suis pas trop client de Tarantino essentiellement pour ça. Voilà, tu vois, Once Upon a Time in Hollywood, j'ai envie de le revoir parce que j'en garde pas un bon souvenir, pas que pour la violence, mais entre autres pour la scène dont tu as parlé tout à l'heure. Et voilà, dans ce film-là, je trouve que d'abord c'est un peu plus distillé, parce qu'il y a effectivement une scène assez violente à un moment donc, dans le cinéma, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, par exemple, je trouve que la première scène, elle est ultra violente quand même. Enfin, je veux dire, elle est violente psychologiquement, parce qu'on voit à quel point Denis Ménochet et son personnage qui s'appelle Perrier Labadite est vraiment terrorisé, et à la fois on sent la culpabilité immense quand il finit par montrer où sont cachés les juifs. Ils se font tirer dessus, elle s'en va, et elle est à portée d'arme de Hans Landa, qui décide de pas la tuer. Il y a un côté violent, mais qui est un peu plus entre guillemets psychologique. Après, il y a la grosse dose de violence avec du sang et du feu, comme même Tarantino dans le cinéma. Mais disons que je pense aussi que c'est un peu plus acceptable dans un domaine où les gens savent que c'est la guerre, quoi. Donc je pense que ça a participé à le rendre un peu plus accessible. Après, si on rentre un peu dans le cœur du film, donc moi je l'avais pas vu depuis vraiment longtemps. Ça faisait plusieurs années que je l'avais pas vu. Donc je l'ai dit, la scène d'intro n'a pas pris une ride, elle est toujours aussi parfaite. Ce que j'ai ressenti, que je n'avais pas en tête lors de mes premiers visionnages, je l'ai trouvé un peu long, le film. J'ai trouvé que parfois ça aurait pu mériter non pas de supprimer des scènes, mais d'en raccourcir certaines. Je trouve que voilà, le film prend son temps. Alors c'est pas un défaut énorme, mais je pense qu'il aurait pu faire 10, 15, 20 minutes de moins, que ça aurait pas changé grand chose. Après là aussi c'est un parti pris, c'est une manière de faire. Encore une fois, j'aurais du mal à dire quelle scène jeter, mais il y a des scènes dans lesquelles je me suis dit ok, là on aurait pu cutter il y a 10 secondes, ou on aurait pu cutter ou démarrer 10 secondes plus tard. Donc voilà, il y a un peu cette logique de prendre son temps et de faire beaucoup de mise en place dans la composition, notamment des plans. Mais ça reste voilà, très joli. Le film, il a une colo assez incroyable, une photo assez dingue. Et là aussi, visuellement, c'est identifiable.
suis pas fan de Tarantino, mais je reconnais visuellement un film de Tarantino, comme on reconnaît les films de Nolan, comme on reconnaît les films de Fincher souvent. Lui aussi, là, c'est son identité visuelle, on la retrouve ici. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le film un peu long. Et voilà, je me suis dit à la fin, allez, 10-15 minutes de moins, j'aurais pas été contre, quoi. Ah oui, alors pas du tout, moi, tu vois, pour le coup, je trouve que le film. Après, voilà, je pense que je l'ai assez dit, je l'aime beaucoup, ce film. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que vraiment j'étais très surpris. En fait, il y a le côté où c'est peut-être pas anodin que ça se passe dans un cinéma à la fin. Il y a toute une réflexion sur peut-être la mort d'un cinéma que lui appréciait, le fait de brûler les bobines, ce genre de choses. Et comme je disais, c'est de notoriété qu'il apprécie quand même un cinéma peut-être assez vieux aujourd'hui maintenant. Et il y a toute une réflexion autour de ça, je pense, à la fin. Alors après, je m'aventurerai pas parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver les tenants et aboutissants de cette réflexion, mais je pense qu'il y a un début de piste à creuser. En tout cas, je l'ai ressenti. Après, maintenant, on peut parler du reste du casting un petit peu, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Christophe Waltz, parce que comme je le disais, moi je trouve qu'il éclipse tout le reste. Il est brillant dans ce rôle, qui est quand même un rôle pas facile, encore une fois. Et voilà, mais par contre, voilà, Brad Pitt qui en fait des caisses avec sa mâchoire en avant, son accent super prononcé, son tabac à chiquer. Eli Roth dans le rôle de l'ours juif, qui a les yeux qui brillent d'une haine et d'une violence pure. Eli Roth qui réalise d'ailleurs, qui est réalisateur de films comme Hostel, si je te dis pas de bêtises. Il y a un acteur j'avais complètement oublié, mais il y a un acteur de The Office qui est dans le Commando des Bazars, qui est celui qui suit Brad Pitt à la fin. Il y a Mike Myers, enfin il y a Fassbender, il y a Michael Fassbender, il y a quand même un casting assez fou comme à chaque fois. Il y a même la présence de Samuel L. Jackson en narrateur. Hein, c'est lui qui narre justement, là tu parlais de Hugo Stiglitz d'ailleurs, comme disent les nazis. C'est lui qui fait la narration de Hugo machin et a fait ceci, a fait cela, il a tué des dignitaires nazis, tout ça. Il reste avec son équipe, on va dire, habituelle, hein, parce que Samuel Jackson n'est pas du tout étranger à ça. Depuis, Brad Pitt a rejoué dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est aussi pour ça que je trouve qu'il est peut-être plus accessible, c'est que tu as moins ce côté ultra référencé qui te saute au visage, comparé à certains de ses films. Tu vois, par exemple, moi, je sais que Pulp Fiction, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, parce que je pense que je n'avais peut-être pas toutes les clés en main pour le comprendre. Oui, je suis assez d'accord. Je te rejoins sur le casting qui est quand même assez large, réussi. Moi, je trouve que Diane Kruger, on la voit pas tant que ça dans le film en fait en termes de temps, parce qu'elle arrive assez tard dans le film, mais je trouve qu'elle joue à la perfection. C'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve que dans ce rôle, elle fonctionne extrêmement bien. Je trouve que tous les personnages ont des traits de caractère très facilement identifiables, très marqués. Ça aussi pour moi c'est propre au cinéma de Tarantino, cette idée que tout de suite en quelques lignes de dialogue tu comprennes le personnage. La première apparition de Brad Pitt elle est presque à mourir de rire parce qu'il en fait des caisses quand il fait son briefing, mais en même temps ça assoit le personnage tout de suite. Hans Landa, la première scène, finalement, on comprend tout le personnage, c'est-à-dire un personnage très manipulateur, très à l'aise dans la prise de parole, qui va utiliser beaucoup la langue pour tromper ses ennemis. Je parlais tout à l'heure du fait que la langue a de l'importance. Dans la première scène, il finit par parler anglais pour que les juifs qui sont cachés ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est quand même génial. Il y a cette scène dans le cinéma où il rencontre Brad Pitt et ses compères qui parlent en italien oui. Terrifiant, avec le Arrivederci à la fin qui est pour nous abattre tellement il est horrible ce personnage. Et évidemment que lui il se rend compte tout de suite que ces mecs-là sont pas italiens, il le sait. Enfin je veux dire. Surtout qu'à ce moment-là, il sait que Diane Kruger est une traîtresse. Il l'a compris tout de suite. Exactement. Donc, non, il y a vraiment je trouve que le casting dans son ensemble fonctionne bien. Il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de moment où tu te dis, bon, là, ça marche pas. Je suis en train de chercher le nom de l'acteur qui joue donc celui qui est à l'affiche du film, le fameux héros de guerre. Là, son nom ne me revient pas. On va essayer de vous le retrouver. Et voilà, lui, je trouve qu'il joue extrêmement bien.
Je trouve vraiment qu'il y a une vraie qualité dans son jeu, parce que lui, c'est peut-être le seul personnage qui est pas extravagant. C'est-à-dire que il est même un peu étrange, ce personnage, parce qu'il a une forme d'assurance. En même temps, il a l'air un peu jeunot, donc pas forcément hyper à l'aise quand il est quand même face à des très hauts dignitaires nazis. Puis quand le film est diffusé, il a un excès de conscience, où d'un seul coup il se dit putain, mais le film raconte moi qui tue des centaines de gens. Et en fait, c'est que ça. Et donc finalement, il a presque un arc de rédemption, lui, parce que quand il va à la fin voir Mélanie Laurent, on comprend, il le dit lui-même. Je me rends compte que le film montre juste moi en train de tuer des gens et je suis pas bien sûr d'avoir envie de voir ça. Bon, finalement, il se fait tuer et il tue à son tour Mélanie Laurent. D'ailleurs, la scène est très très bien foutue. Voilà, lui j'aime beaucoup, je trouve qu'il joue très très bien. Daniel Brühl, hein, du coup. Merci pour avoir retrouvé le nom. Qui a fait un tour chez Marvel depuis. Ok, très bien. Il a joué je savais même pas. C'est dans Captain America, je crois que c'est Civil War. C'est l'instigateur de toute la guerre entre les super-héros. Ok, incroyable. Et il joue du coup, j'ai oublié son nom, c'est un méchant Marvel, et il joue du coup aussi dans la série Faucon et le soldat de l'hiver. Ok, bon bah voilà. Commandant Zeno, je crois, ou quelque chose comme ça. J'avais pas du tout fait le lien, mais voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce qu'il apporte dans le film. Je trouve vraiment que c'est un des seuls personnages qui est vraiment ancré dans une forme de réalité. C'est-à-dire il est pas excentrique quoi, ce que sont tous les autres, mais ça marche très bien. Encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais j'aime bien ce qu'il apporte lui et son ambivalence. La deuxième scène avec Mélanie Laurent où il la voit dans un café, il rentre pour aller la voir. Et en fait, il y a des tas d'Allemands bien plus haut gradés que lui qui viennent le voir pour lui demander des autographes parce qu'ils le reconnaissent, parce que c'est vraiment un héros de guerre. Et il y a ce côté où lui, il est dépassé par le succès. Et je trouve ça assez drôle en fait. Il est blasé, ouais. Il est même blasé du succès. Ouais, il est un peu blasé, mais surtout, on sent que tout ça le dépasse, quoi. Que c'est vraiment à la base un simple soldat. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que Goebbels le nomme à un moment quand ils ont un échange tous les deux. Et voilà, je trouve que c'est au niveau du casting, c'est très équilibré. Et ça fonctionne bien, tous les acteurs jouent bien. Alors moi il y a un acteur, mais bon il n'a pas un rôle prépondérant, mais c'est l'acteur qui joue Marcel, que j'ai trouvé pas très à l'aise dans sa façon de déclamer ses répliques. En fait, justement, déclamer, je l'utilise pas, j'utilise pas le mot comme ça, de manière anodine. Voilà, je l'utilise à dessein, merci. C'est-à-dire que je trouve qu'il déclame trop, et il est presque théâtral, et ça m'a sorti de ces échanges. De toute façon, il a que des échanges avec Mélanie Laurent, donc voilà. Mais voilà. Alors par contre, moi, j'ai pas trouvé qu'elle n'articulait pas bien, en l'occurrence. Écoute, on était deux, on s'est dit la même chose à deux, donc je suis pas une raison. En tout cas, je suis pas fou tout seul. On est peut-être fou à deux, mais je suis pas fou tout seul. C'est déjà ça. mais voilà. Après, là où je te rejoins aussi, c'est que j'ai pas 1 milliard de trucs à dire sur le film. Parce que contrairement au premier épisode qu'on a fait, il y avait quand même pas mal de trucs qui soulevaient des questions, où on se disait là on comprend pas bien ce qu'il a voulu faire, ou il nous manque des clés de réponse. Là, ce film-là, il a vraiment, dans sa narration et dans sa structure, un début, un milieu, une fin. À la fin, en fait, on sort pas de ce film avec des enjeux. Oui, si ce n'est de, lui, il va arriver en Allemagne, aux États-Unis, pardon, et il va obtenir ce qu'il a demandé, si ce n'est qu'il sera complètement marqué à vie avec cette fameuse croix gammée qu'il aura sur le visage, quoi. Mais voilà, après, c'est un bon film, c'est même un très bon film, un petit peu moins bon qu'il ne l'était dans mes souvenirs, notamment sur la longueur. Mais voilà, ça reste un film qu'on peut que vous recommander. Oui, si vous l'avez jamais vu, allez-y. Encore une fois, c'est pas le Tarantino le plus tarantinesque. Voilà. On est d'accord. Donc voilà. Écoute, t'as d'autres choses à rajouter? On a fait le tour? Eh ben écoute, ouais, on a fait le tour. Alors ça va être l'occasion aussi de le dire. Tous les épisodes vont pas faire la même durée. Oui, clairement. Ça fait partie de la discussion. Il y a des films sur lesquels on aura plus ou moins de choses à dire. Ça fait partie un peu de notre volonté de rester dans un échange un peu à la cool, un peu chill. Exactement. Sans rentrer, on va pas rentrer tout le temps dans des analyses et des suranalyses. On est aussi là juste pour dire voilà, on a aimé ça parce que, on n'a pas aimé ça parce que. Donc voilà, effectivement, c'est logique. Tous les films,
tous les films ne font pas la même durée et tous nos épisodes ne feront pas la même durée non plus. Voilà. Exactement. Et du coup, on va démarrer un petit truc qu'on fera dans chaque épisode. Pour conclure l'épisode, on va vous annoncer le film dont on parlera dans le prochain épisode. C'est ça. Et là, on va changer de registre puisqu'on parlera de science-fiction. On donne le titre ou pas? On laisse un peu de suspense. Écoute, je pense qu'on peut laisser un peu de suspense. Allez, on va juste dire c'est un film de science-fiction qui est sorti en 2016. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt. Toujours pas de date parce qu'on n'est pas bien sûr du timing. On n'aime pas trop les dates. Non. Voilà, mais merci de nous avoir écoutés. Merci à N'hésitez tous. pas à vous abonner si vous nous écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify. Pour le coup, ça nous aide, ça fait un peu de référencement, ça permet de mettre en avant le podcast. Donc, Et puis comme ça, vous serez prévenus des voilà, en des plus, prochains épisodes. C'est quand même merveilleux. Merci Bastien. Merci Guillaume. Et puis à très bientôt. À Salut. très bientôt. Salut.